Oui, je disais, cette réunion publique a été organisée un peu en catastrophe. On a appris il y a quelques jours que Gérard Filoche était à Cadarache le lundi. On s'est dit, c'est pas possible que l'Assemblée citoyenne laisse passer cette occasion de le récupérer. Et donc, on a pu, effectivement, parce qu'il a bien voulu rester un jour de plus, et on a pu donc organiser cette réunion. Il n'y a pas eu énormément d'informations, sauf ce qui a circulé du bouche à oreille, téléphone et réseau. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a déjà une bonne assistance et c'est pas mal. Vous verrez, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses ce soir. Alors, c'est l'Assemblée citoyenne qui est à l'initiative. Pour autant, ont relayé complètement l'information, ont soutenu l'information la CGT. On a notre secrétaire de l'UL qui est ici, Thomas. Et également, dans le milieu des Gilets jaunes, ça a fortement circulé. Et donc, ce soir, on est là tous ensemble pour discuter de la réforme des retraites et de comment agir peut-être par rapport à ce qui se passe. Le plus simple, c'est que je passe tout de suite la parole à Gérard. Merci d'abord à Jean-Claude pour tout le travail qu'il a fait et qu'il fait de façon générale. Merci à Franck qui m'a contacté. Je suis content de parler devant vous toutes et tous. Je remercie les militants syndicaux de Cadarache qui m'ont donné aussi l'occasion de faire une belle réunion hier midi. Je suis allé cet après-midi à Géométhane et j'ai vu aussi plein de militants en activité et courageux dans une grève longue, ce qui est d'ailleurs la situation d'une grande partie du pays quand même aujourd'hui, alors où je suis amené encore à vous parler des retraites. Ah. En fait, je voudrais vous parler du bonheur. La retraite, c'est un bonheur. Excusez-moi, mais c'est une période de la vie qu'on gagne par toute son activité professionnelle. Et on a le droit et le devoir d'en profiter. Je veux dire, quand ils ont accrédité ça dans la tête des gens. Vous vivez plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Eh ben non. Si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter davantage. Et donc, la retraite, c'est fait pour ça. Et si on a un peu une conception du progrès, de l'humanité, s'il y a des développements technologiques et qu'un pays s'enrichit, il a le devoir de faire que tous ceux qui l'ont bâti, qui le font vivre, c'est-à-dire les salariés, c'est eux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Et dans la part qu'ils méritent, il y a la retraite. Et la retraite, pourquoi voudrait-on nous l'amputer alors que nous produisons plus, que nous travaillons davantage, que nous sommes parmi les plus productifs au monde, au nom du fait qu'on vivrait quelques années de plus. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hélas. Parce qu'il y a 13 ans d'écart entre les plus riches et les plus pauvres devant la mort. Parce qu'il y a 7 ans d'écart entre les cadres et les ouvriers. Et tout le monde n'est pas à égalité du point de vue de cette situation. Celui qui dit « je vous veux une retraite universelle » est un escroc. On ne peut pas vous garantir une égalité dans la retraite alors que vous avez une inégalité dans la carrière. Et il n'y a pas plus que 2 ans, Emmanuel Macron disait qu'il fallait moins de droits du travail, qu'il fallait plus de flexibilité, plus souple, pour que tout le monde soit adapté aux différentes exigences des entreprises. Et à ce moment-là, il n'était pas question d'universalité. Et la loi devait s'effacer devant les contrats. Elle n'était pas universelle du tout en matière de droit du travail. La loi du travail, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail. En principe, on le veut pour l'humanité entière. Et là, lui, il le voulait boutique par boutique. Il le voulait entreprise par entreprise. Par contre, maintenant, voilà que dans la retraite, il était pris d'universalité. Tout le monde devrait être pareil. C'est-à-dire, en fait, au plus bas niveau. Et je vais m'efforcer de le démontrer dans son projet que vous connaissez déjà, mais il se passe quelque chose. C'est que quand ils ont tellement farfouillé dans les idées, dans la manipulation de l'information, dans les changements, etc., il y a eu une très grande confusion pendant des semaines et des semaines dans les esprits de nos concitoyens et surtout eux-mêmes des salariés. Début décembre et tout, on ne savait pas, on disait c'est universel, on disait c'est mieux pour les femmes, on disait c'est mieux pour les salariés, il y aura en fait une hausse, un meilleur système. Tout ça a jeté de la confusion et les gens, quand ils regardaient les 95% des médias de la grosse société, ils disaient bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais
En un mois et demi, les esprits se sont enrichis, les yeux se sont ouverts. Et c'est curieusement, même si on a le sentiment parfois d'être en grève depuis, pour ceux qui la font depuis 5 décembre, c'est dans les 15 derniers jours que l'opinion s'est faite et que les yeux se sont ouverts et que les gens se sont convertis. Et donc, de ce point de vue-là, la compréhension du sale projet, moi je dis pas réforme, je dis casse des retraites ou sale projet, ou quelque chose qui en communication valent bien la façon dont ils nous parlent. Bon, comment dire, le corps humain, même si on vit plus longtemps, à 55 ans, il fatigue. La biologie n'a pas changé. Que ce soit pour un travail avec une pénibilité mentale, ou que ce soit pour un travail avec une pénibilité physique. Tout le monde le sait. Hein. Un instituteur, on dit, il ne se fatigue pas. Un instituteur de 62 ans qui fait sa 40e retraite avec ses cheveux blancs autour de ses gamins de 11 ans, il devrait être en retraite depuis longtemps. Une infirmière. Enfin, cherchez l'infirmière qui met ses lunettes pour chercher votre veine à 62 ans. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal qu'à 62, 63, 64 ans, parce qu'en fait, on est en train de nous proposer 65, 66 et 67 hein, aujourd'hui. Ça n'est même plus l'ex-H pivot de 64 ans. Est-ce que c'est normal que les gens s'usent de cette façon-là? Non, puisque d'ailleurs, dans les entreprises, les patrons nous virent à partir de 55 ans. À 55, 56, 57 ans, vous avez 2 salariés sur 3 qui sont des ex-salariés. Ils sont soit au chômage, soit inaptes, soit malades et licenciés. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent de plus en plus. Hein. Oh, bah, à cet âge-là, si on ne peut plus vous payer aussi cher, il faudra bien vous mettre en bémol, peut-être à temps partiel, en ayant des dérogations sur la base salariale. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent, à partir de 55 ans, de virer les gens, ce qui est tout à fait contradictoire avec l'idée qu'on va les maintenir dans l'emploi puisqu'on vit plus longtemps. Le côté physique est essentiel en termes de pénibilité. Dans le travail est une souffrance. Bien sûr, il y a des gens qui s'éclatent dans leur travail, mais c'est quand même une minorité. Hein. En général, les gens sont obligés de trouver leur travail bien parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre que de travailler. Le travail, ça n'enrichit personne. Ce qui enrichit, c'est l'exploitation du travail des autres. Ça, oui. Mais pour ceux qui travaillent, ils le font pour vivre eux-mêmes, survivre eux-mêmes. Il y a une valorisation du travail. Il y a des gens, ils disent un patron vous donne du travail. Un patron ne vous donne jamais rien. Jamais. Il achète votre force de travail. Et il fait un profit dessus. D'ailleurs, s'il ne fait pas de profit, il n'est plus patron parce que son entreprise, plouf, et que les autres patrons prennent le marché. Alors on dit oui, mais enfin quand même, il y a des grands. J'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus, c'était à BFM toujours, ça m'en revient. Arnaud donne du travail à 100 000 personnes et fait vivre 100 000 personnes. Non, c'est 100 000 personnes qui font vivre Arnaud. Ça n'est pas du tout la même chose. Et donc le rapport sur le travail, c'est qu'on y est obligé, on y est contraint, on y souffre, on s'abîme. Il y a quand même 550 morts. J'entendais un camarade du bâtiment parler cet après-midi, par an au travail. 4500 handicapés au travail, 1750 accidents du travail par jour. Sur les 550 morts, il y en a 300 qui sont dans le bâtiment chaque année. Je m'excuse parce que j'oublierai peut-être à la fin. La retraite dans le bâtiment, ça devrait être à 55 ans pour tout le monde, sans exception. Il ne devrait même pas y avoir une discussion. Moi, dans ma vie, en 30 ans d'inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises, mais des centaines de chantiers. Je regardais les gars de 50 berges déjà, s'accrochant soit à leur brouette, soit à un engin de levage, soit à des... Attends, déjà c'est plus possible, le corps humain est abîmé. Et c'est pour ça qu'on doit tenir compte de la pénibilité. Alors qu'est-ce qu'il avait dit, Macron? Je n'adore pas le mot pénibilité associé à travail. Mais il n'a jamais bossé celui-là. Parce que sinon, il n'aurait pas ce genre de réflexe, ni ce genre de parole. Et Madame Pénicaud, alors Madame Pénicaud c'est un peu particulier parce qu'on ne comprend pas le début de ses phrases et on n'entend pas la fin, elle les finit jamais. Mais la façon dont elle parle du travail et de la pénibilité est étonnante. Elle dit que maintenant, oui, on va négocier la pénibilité. Mais c'est elle qui a retiré 4 des 10 critères de pénibilité par la loi, il y a 2 ans, en ne reconnaissant plus le travail par équipe, le travail de nuit, le port des charges, et en enlevant quantité de description de ce qu'est un travail pénible pour pas payer, hein, pour pas payer.
Elle a fait ça, puis maintenant elle dit on va renégocier les critères de pénibilité. Mais les critères de pénibilité, ils sont terribles, les égoutiers. 250 égoutiers à Paris. Il faut être habillé de pied en cap avec sa costume, son machin, son truc, contre l'H2S, l'hydrogène sulfuré, contre le monoxyde de carbone qui arrive à tout moment. Et il y a même un masque de secours sur lequel il faut se précipiter avec un truc d'alerte sur soi. Moi, j'ai causé l'autre jour avec un copain égoutier, et quand vous avez ça, vous mordez dans le masque et vous essayez de vous échapper de la zone mortelle, et vous avez un quart d'heure pour le faire parce que vous n'avez pas d'oxygène suffisant après pour pouvoir le faire. Bon, l'espérance de vie des égoutiers, c'est 58 ans. Alors, il y a des gens qui disent, c'est un régime spécial, c'est un régime spécial, c'est un régime spécial. Bon, pas heureusement, mais c'est déjà mis en cause. Parce que Sarkozy, en 2010, les a fait passer du droit à la retraite à 50 ans à 52 ans. Je me rappelle, moyenne de vie, 58. Et là, Macron veut les faire passer à 62, 64, 65, en régime ordinaire, puisqu'il s'agit de supprimer tous les régimes spéciaux. Mais ils seront morts avant d'avoir la retraite, bien sûr. Alors, on me dira, oui, mais tu fais attention, tu parles des égoutiers qui à Paris sont reconnus dans un corps et un statut spécial. Mais regarde, parce que j'ai entendu l'argument, regarde, il y a dans les stations d'épuration autour de Paris, il y en a 11, et là, il y a à peu près 1 millier de salariés qui respirent des gaz absolument délétères et pourris, et des sables absolument toxiques, et qui travaillent dans ces stations, et eux, ils partent à 62 ans. Bah, c'est un scandale. Je ne veux pas aligner les égoutiers sur eux. Je veux aligner ceux-là sur le statut ancien des égoutiers et qu'ils aient le droit de tous partir à 50 ans. Et donc, de ce point de vue, je ne suis pas pour détruire la santé des gens, l'espérance de vie des gens, en acceptant qu'il y ait la suppression des régimes. Alors, régimes spéciaux. Moi, j'appelle ça les régimes normaux. C'est-à-dire, ce ne sont pas des régimes spéciaux. On va sortir ça de notre vocabulaire. Ce sont des conventions collectives qui ont été négociées par branche pour compenser des nuisances et des souffrances propres aux branches concernées et au travail en question. Et de toute façon, il faut être clair, ça fait 3% des salariés. Ça fait 420 000 retraités sur 14 millions. Alors quand on nous parle que de ça, c'est qu'on veut nous embrouiller. Puis ensuite, dans les régimes spéciaux, il y en aurait 42. Je viens d'en rajouter un tout à l'heure avec le bâtiment, et quelqu'un le disait, il en faudrait en fait un 43e, mais pas supprimer les autres. Mais regardons les 42, ça a été fait maintenant. On sait ce que c'est, le ballet de l'Opéra de Paris. Alors, ils s'en vont à 45 ans. Les gens disent, Enfin, ils ont commencé à danser à 6 et 8 ans. Le corps a été moulé, puis adapté, puis brisé. Et ils sont abîmés. Puis essayez, quand vous avez plus de 45 ans, de faire des pointes. C'est moins gracieux. C'est moins gracieux. Et par conséquent, le départ à 45 ans n'est pas excessif. Alors on dit, ils n'ont qu'à se reconvertir. Mais vous y allez, vous, de vous reconvertir dans votre vie, quand vous avez 45, que vous avez fait du ballet, et que vous cherchez un boulot, on ne va pas vous prendre si facilement ça pour faire autre chose. Et vous-même, vous n'êtes pas préparé à faire autre chose. Vous êtes sujet de ce que vous avez fait. Voilà, on peut prendre beaucoup d'autres, parce que dans les régimes spéciaux, il y avait les cheminots, alors, 142 000 cheminots. 229 000 pensionnés et 300 000 dans les SNCF auparavant, qui ont commencé par abreuver toutes les caisses de retraite et qui ont compensé les autres, qui ont aidé les autres. Bon, alors évidemment, vu qu'ils ont supprimé, on est passé de 300 000 cheminots à 142 000, la caisse s'est trouvée en défaveur. Bah, il faut l'aider. On va dire, pourquoi on aiderait les cheminots? Bah, comme on aiderait les mineurs. Les mineurs, aujourd'hui, il en reste 4 150 vivants en retraite. Mais la caisse des mineurs, il y a à peine 60 ans, c'était la principale caisse de retraite de ce pays. Il y avait 300 000 mineurs aussi. Et à ce moment-là, elle était utilisée pour compenser, pour aider les caisses qui n'avaient pas de sous. Parce que la retraite, c'est une mutualisation. La retraite, c'est une solidarité. Et quand il y avait une caisse beaucoup plus forte, elle a aidé beaucoup d'autres caisses qui étaient en difficulté. Alors maintenant, vous allez dire quoi? Le régime spécial des mineurs, on va s'en débarrasser. Il nous reste 4000 mineurs, on va en faire quoi? On va dire, ben non, ils n'ont pas le droit à ce qu'on compense leur caisse. C'est anormal de voir les choses de cette façon-là. Parce que quand je dis que les régimes spéciaux ont été négociés, ça veut dire que dans chaque cas, il y a eu des études, des rapports de force, des luttes, des négociations, et les patrons eux-mêmes ont dit, on accepte. C'est aussi le cas de la RATP. La RATP, vous avez 42 000 personnes qui travaillent à la RATP. 42 000.
Moi, ma fille, elle est rentrée en 2011, elle n'a déjà plus aucun avantage. Parce qu'ils ont été supprimés à partir de 2009. Vous savez, ils ont fait des âges à laquelle quand vous rentrez dans le métier, vous avez perdu ce que les anciens avaient. Bon, là, elle côtoie des gens qui ont encore des avantages de partir plus tôt, mais ce n'est pas son cas. Et puis dans l'autre cas, on me dit, ouais, mais elle fait rien. Vous savez, elle est dans la station, c'est bonne nouvelle, à RATP, le matin. Alors, elle arrive déjà en trottinette parce qu'il n'y a pas de métro pour y arriver. Donc elle se fait 4h30 du matin, elle arrive, elle ouvre la grille du métro, elle met tous les trucs en route, etc. Et ensuite, dans sa cabine, elle n'a pas le droit de lire, elle n'a pas le droit d'écouter de la musique, elle ne peut pas écouter la radio, elle ne peut pas téléphoner, il y a une caméra qui la surveille, et il y a des clients mystères qui viennent lui poser des questions pour savoir si elle répond bien, si elle est notée là. Eh ben, vous savez que toute sa vie, dans un truc sans air, assis, etc., c'est pas une expérience qui est encourageante pour... Bon voilà, puis après, évidemment, ceux qui conduisent le métro, ils sont, eux, totalement dans le noir, et avec des courbes comme les cheminots, c'est-à-dire du point de vue des horaires, qui sont extrêmement variables. On dit, ouais, mais les cheminots, ils ont plus d'escarbilles dans l'œil, comme les vieux qui étaient à la vapeur. Moi, j'avais un beau-père, il travaillait à la vapeur. D'ailleurs, il a pris sa retraite à 50 ans, il est décédé à 97 ans. Mais il a enterré tous ses collègues. Bien avant. Il me disait, j'ai plus d'actifs que de retraite. Mais il était un cas rarissime, parce que, évidemment, avec les escarbilles, on souffrait. Mais aujourd'hui, de quoi on souffre? Moi, quand j'étais jeune, à cause du fait que mon père aussi était SNCF, j'ai eu l'occasion, pour gagner ma vie, j'ai fait une douzaine de métiers, mais de conduire des trains, des diesels. J'avais 19 ans. On m'a donné un planning qui existe toujours, de 3 semaines. Avec, à un moment donné, c'était 6h du matin, c'était l'après-midi à 15h, parfois c'était le soir avec un découché. Mais quand je faisais mon planning, j'avais beau avoir 19 ans, j'étais crevé, littéralement crevé, du zigzag des horaires et des modifications. Et c'est toujours ça, j'ai un gendre aussi. Je suis très SNCF et service public. Ma fille RATP a un copain qui est SNCF. Ils ont pu passer pour la première fois Noël ensemble parce qu'ils étaient tous les deux en grève. Et mon gendre, il a ce planning-là, j'ai vérifié, c'était le même que j'avais quand j'étais jeune. Et ben vous faites ça pendant 35 ans, vous faites ça, vous êtes crevé, vous êtes vidé, sans parler des inconvénients, vous ne voyez pas vos enfants, vous ne voyez pas la famille de la même façon. Il faut calculer, moi je le sais, 3 semaines avant, pour avoir une table commune le dimanche midi. Bon voilà, c'est normal, pour qu'il y ait des compensations qui partent plus tôt, c'est normal. Ah, je vais vous dire un truc, il y a les clercs de notaire, c'est peu connu, ils n'en parlent jamais. Il y a 49 000 clercs de notaire. Plus que de RATP. Et ils ont des avantages considérables et des départs plus tôt. Personne ne le met en cause. Alors vous savez pourquoi? Parce que les clercs de notaire, ça remonte à des choses sur les charges, la notabilité, c'est presque 200 ans d'histoire dans les études. Et vous avez eu des transmissions de charges. Et eux, ils ont des salaires très élevés avec des conditions pour la sécurité Ils n'ont pas le droit de parler, il y a toute une série de choses et tout. Donc ils ont négocié une convention collective. Bon, ils ont plus que nous. Enfin, c'est pas en retirant dans l'assiette des clercs de notaire qu'on va avoir une meilleure viande dans la nôtre. Je veux dire que ils ont négocié, les patrons payent, je ne vois pas pourquoi. Ou alors il n'y a plus jamais de convention collective. On n'a plus le droit de négocier branche par branche des accords correspondant au métier qu'on fait. Alors bon, il y a des ridicules dans les régimes spéciaux. Vous avez 100 personnes au port autonome de Strasbourg et 100 personnes au port autonome de Bordeaux. J'ai cherché quelle était l'origine de la négociation. Ils partent plus tôt. Enfin quoi? On voulait faire une réforme universelle contre 100 personnes à Bordeaux et 100 personnes à Toulouse qui travaillaient comme dockers et qui ont eu un avantage parce qu'ils ont dû faire grève un petit peu plus que les autres. Moi, quand les gens ont fait grève un peu plus que les autres, je suis pour qu'ils aient un avantage. Je suis pour qu'ils soient partagés, mais je suis pour qu'ils soient un avantage. Je veux pas que 30 ans après, on dise « Ah, ils ont un avantage, on le leur retire, bis, etc. » pour aligner tout le monde vers le bas. Et les 42 régimes spéciaux, je ne vais pas vous les faire tous. Bon, vous avez vu que l'Opéra de Paris, ils étaient 1850. À la Comédie Française, ils sont 350. Alors on dit, bravo, oui. Alors c'est vrai, le rôle du jeune premier dans le CID, il est difficile de le faire quand on a 60 ans. Hein. Vous me direz, il y a des vieux acteurs qui jouent encore des rôles très très bien. Mais enfin, ils sont quand même assez minoritaires. Et c'est pour ça qu'il y a eu un accord dans la Comédie Française et que des acteurs ont bénéficié d'un certain privilège. Mais quand vous regardez tous, tout ça s'est bâti, si j'ose dire, avec des rapports de force sociaux, en respectant les branches et les humains qui étaient dedans. C'est pour ça que je parle de bonheur. Et pourquoi serait-il balayé au nom d'une universalité? Pour rapporter quoi? Parce que je vais parler finances maintenant. Avant de parler finances, j'ai dit que je parlais bonheur.
Mais chacun a sa conception de la retraite. On peut faire 1000 choses dans sa retraite. Des randonnées, des livres, écouter de la musique. J'ai un copain qui a appris de la guitare. Moi, mon rêve, moi, c'est une petite table bleue avec des chaises bleues auprès de la mer bleue, avec un ciel bleu, une bouteille d'ouzo et un poisson grillé dans une île grecque. Chacun son rêve. Mon père, il était menuisier chaudronnier. C'était son jardin à 6h du matin. Il faisait son jardin à 6h du matin. Ma mère, c'était les feux de l'amour, pour les plus anciens, si ça vous parle. Mais chacun fait ce qu'il veut dans sa retraite. On a une autre vie, libre. Et souvent, elle est créative. Il y a des associations, il y a des participations à des tas d'œuvres, d'activités, etc. Et c'est utile à l'ensemble du pays. Alors pourquoi s'attaquer à ça? Pourquoi renier ça? Et pourquoi contester ceux qui ont un petit peu plus? Et j'ai dit qu'ils étaient 3% davantage que les autres. Donc je viens à la fois de vous défendre le bonheur et à la fois de vous défendre les régimes normaux. Quand quelqu'un vous dit régimes spéciaux, reprenez le vocabulaire. Normaux, pas spéciaux, normaux. Et il n'en faut pas moins, il en faut plus. C'est pas comme ça qu'on va avancer dans les choses. Il faut du progrès, donc il faut adapter la retraite aux gens et aux situations qu'ils ont vécues dans leur carrière. Parce que c'est ça qui aidera à réparer l'écart d'espérance de vie entre l'ouvrier et le cadre. Et donc, ça, c'est un premier point. Mais on me dit, ouais, mais tout ce que tu commences à parler, c'est pour arriver à quoi? Moi, je vais vous dire, d'emblée, tout de suite. Je ne fais pas ma conclusion à ça, mais moi, c'est 60 ans, à taux plein, indexé sur les salaires et sur les prix, et avec une retraite minimum au SMIC. J'ai bien dit minimum, pour tout le monde. Parce que si ce n'est pas le SMIC, qu'est-ce que ça veut dire SMIC? Salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est ça le mot. Ben, si vous partez en retraite à 60 ans, à 61 ans, on vous paye 85% du SMIC. Mais pourquoi? Vous avez autant de besoins à 61 ans qu'à 60 ans. La retraite, c'est un salaire prolongé, continué. D'ailleurs, les besoins de l'humain en retraite sont les mêmes. Alors pourquoi vous acceptez que quelque chose soit en dessous du SMIC? Il faut bien qu'il y ait un plancher en la matière, et c'est légitime. On pourrait pousser d'ailleurs jusqu'au bout, si notre société était encore plus riche. Tout le monde devrait garder le salaire qu'il a, parce que c'est un salaire continué, il est payé par le salaire. Et donc en la matière, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas ça tous comme objectif, et pourquoi on nous balade à nous amener à 62 ans, à 63 ans, à 64 ans, à 65 ans et à 67 ans, quand on n'a plus les mêmes chances de pouvoir faire toutes les activités de bonheur dont je viens de parler. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Pourquoi nous infliger ça? Alors, oui, mais on n'a pas l'argent. C'est pas vrai. Mais pas vrai. L'argent est là. Je vais prendre le temps pour essayer de le démontrer. Mais Macron, d'ailleurs, est en pleine contradiction, ce bonhomme. Parce qu'il a écrit dans le livre qu'il a écrit pour se faire élire. Je vous rappelle le titre, inouï. Ce livre s'appelle Révolution. Le gars a fait pour se présenter un livre qui s'appelle Révolution. Et dans ce livre, il disait sur la retraite, il n'y a pas de problème financier pour les retraites. Il défendait un autre système de retraite, mais il disait c'est pas pour une raison financière, c'est pour la rendre universelle. Bon, s'il n'y a pas de problème financier, pourquoi 2 ans après y en a-t-il? Je vous demande. Bon. Et là, on va rentrer un peu progressivement dans le vif du sujet. L'autre jour, vous avez vu, vendredi, ils ont révélé qu'ils faisaient on ne peut pas appeler ça autrement, un cadeau pour les gros salaires, les hauts salaires, 1%, vers ceux qui étaient au-dessus de 120 000 euros par an, jusqu'à 329 000 euros, ils baissaient leur cotisation de 28% à 2,8% pour la retraite. Ce qui représente 3 milliards 700 millions. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de cadeau sur la cotisation sociale comme sur l'ISF pour les hauts. Et les 3 milliards 7 qui ne viennent plus dans les caisses de retraite, je vous assure qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème financier sur les retraites en accordant 3 milliards 700 millions aux plus aisés, aux 1% des salaires les plus riches. Ça ne peut pas être crédible. C'est incohérent. Mais de façon générale, par cet aspect-là, on rentre dans le biais des cotisations. La retraite n'est pas une épargne. La retraite n'est pas un impôt. La retraite est une cotisation sociale et elle va directement de ceux qui travaillent à ceux qui sont en retraite. Ça n'est pas même pas un salaire différé. Parfois on utilise l'expression,
Mais la retraite, ça se fait en temps réel, direct, de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Par exemple, moi je suis retraité, vous travaillez, je vous aime. Vous payez ma retraite. J'ai cotisé pendant 41 annuités moi-même, j'ai payé la retraite de ceux qui me précédaient. Mais c'est en temps réel, sur le bulletin de paye, que cet argent va de celui qui bosse à celui qui ne peut plus bosser. C'est un système le plus fiable que vous pouvez imaginer. C'est le plus sûr. N'allez pas croire une seconde qu'une banque, un fonds de pension ou une caisse d'épargne vous assurerait la même chose. Tous les matins, vous avez des sollicitations dans vos boîtes aux lettres. Mettez de l'argent de côté pour votre retraite. Ils disent ça aux jeunes. Vous n'aurez pas de retraite, mettez de l'argent de côté. Versez à tel fonds, mais épargnez. Ne faites surtout pas ça. Ils vous prendront vos sous. Vous ne les retrouverez pas. Vous les mettez maintenant pour dans 30 ans, 20, 40 ans, mais ils les auront dilapidés avant dans les îles Caïmans. Ils les auront mis à Panama. Vous ne retrouverez pas cet argent. Qu'est-ce qui vous garantit qu'un gestionnaire de fonds du fonds de l'Alabama va tenir compte de votre petite épargne? Vous aurez cru que vous l'avez mis pour vous, et puis comme des millions de salariés américains, vous serez obligé de retravailler à 75 ans ou 80 ans parce que le fonds de pension aura fait faillite. Et si vous ne me croyez pas, c'est arrivé en 2008, et des millions de gens se sont trouvés sans retraite, alors qu'ils croyaient avoir sûrement mis des sous de côté pour eux-mêmes. Et le plus fiable, c'est de se compter sur le travail de ses collègues et des autres salariés. Ça, c'est du sûr. Et donc, le fait que ce soit une cotisation, c'est ça la base de la retraite par répartition et la base de la solidarité intergénérationnelle. Et donc, ceci est la force de notre système. Et ça s'oppose à l'idée de mettre des sous de côté, de croire que par son épargne, on va s'en tirer individuellement. De toute façon, on ne peut pas se tirer sur le plan social individuellement. Moi, j'en vois des gens qui disent « Non, mais moi, je m'en sortirai tout seul, je cotise, puis je veux choisir ma mutuelle, puis je veux choisir ceci, puis cela. » Ouais, d'accord, vas-y. Enfin, quand tu auras un cancer, ce qu'on ne se souhaite pas, tu verras le prix que ça coûte, et tu verras si tu peux t'en sortir individuellement avec ta petite épargne et ta petite économie de côté. Hein, il y a 250 000 AVC par an en France, il y en a la moitié qui sont liés au travail. Tu vas voir si tu peux t'en sortir avec un petit écho et de l'argent de côté sur ton salaire. Évidemment que la mutualisation d'une partie du salaire est la meilleure protection pour le système social global, et c'est le nôtre. Et alors, là arrive vraiment le fond, parce que qu'est-ce que les salariés, nous, je reprends toujours un vieux film qui date des années 70, qui s'appelle Quémada. Et il est d'un cinéaste assez génial qui s'appelle Gilles Pontecorvo, oublié, mais il a fait par ailleurs un film sur la bataille d'Alger qui avait été longtemps interdit. Et Gilles Pontecorvo a fait ce film avec un grand spectacle, avec des aides hollywoodiennes quasiment, et un grand acteur dedans qui s'appelle Marlon Brando. Et donc c'est la révolte des esclaves à Haïti. Et les esclaves se soulèvent, c'est toute une épopée. Les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent. Et à l'arrivée, quand même, les esclaves sont plus nombreux. C'est comme nous avec Macron bientôt, ça va se voir. Les esclaves sont plus nombreux et les propriétaires terriens sont inquiets, ils font une réunion. Et il y a l'agent anglais, Marlon Brando, qui leur dit « Mais enfin voilà, arrêtez avec l'esclavage. Réfléchissez. Les esclaves, ça coûte cher en fait. Parce que vous les payez alors qu'ils sont petits et qu'ils ne travaillent pas. Vous les nourrissez. Quand ils sont malades, vous les nourrissez aussi. Vous les logez quand même, alors qu'ils ne travaillent pas. Puis quand ils sont vieux, ils ne peuvent plus travailler, et vous les logez encore. C'est ça qui coûte cher, l'esclavage. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et les propriétaires terriens se disent, ah, voilà, ça c'est une bonne idée. Et ils font dégager les esclaves des cases partout, et puis ils disent, venez bosser, on vous paye à la tâche. D'ailleurs, au début, tout le monde était payé à la tâche. On nous disait tâcheron, lourd de bras, journalier, appointé, trimardeur, c'est-à-dire toutes sortes de mots qui n'étaient pas liés à l'idée de salaire, mais à l'idée je te paye pour la mission que je t'impose. Et le reste, après, chacun devait se démerder quand il était malade ou quand il était vieux ou quand il n'avait pas de boulot. Et en fait, le salarié n'a pas accepté ce sort. Donc il s'est battu 170 ans d'histoire, au moins.
pour réobtenir ce que les esclaves avaient. C'est sur nos feuilles de paye, en haut, le salaire brut. Le salaire brut, toutes les petites lignes. Là, le pourcentage pour le logement. Là, le pourcentage pour les enfants. Là, le pourcentage pour la maladie. Celui pour l'accident du travail. Celui pour le chômage. Et celui pour la retraite. Le salaire brut, c'est une partie du salaire mutualisé, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand on est en recherche de chômage, de travail, quand on est en charge de famille nombreuse, quand on est malade, quand on est accidenté ou quand on est en retraite. Ils appellent ça une charge. C'est pas vrai, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre système social. Cette partie du salaire mutualisé mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins. C'est beau. Et c'est notre retraite est là-dedans. Et vous avez vu ce qu'a dit Macron? Macron, dans son livre « Révolution », il dit qu'il veut une France start-up, qu'il veut une société sans statut. Il faut prendre au mot, parce que c'est un fanatique ce type, il faut prendre au mot ce qu'il dit. Il dit qu'il veut, plus de code du travail. Il dit qu'il veut une société post-salariale. Écoutez bien le mot, post-salariale. C'est-à-dire où ce ne soit plus les règles du salariat tel que nous le connaissons qui l'emportent avec cette partie du salaire brut. Et il a ajouté, devant toutes les télévisions, sans que ça fasse une émeute immédiatement, hélas, dans notre pays, il a ajouté, nous allons supprimer toutes les cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il va enlever cette partie qui est mutualisée de notre salaire et qui assure notre système à tous, avec des défauts, avec insuffisamment, tout ce que vous voudrez, mais qui assure ça. Et vous savez, les libéraux dans le matin, moi, un de mes préférés, je cite toujours, c'est Dominique Seux, je ne sais pas pour vous, mais je répète toujours devant mon bol de café au lait, et je m'énerve le matin tout seul, en tournant ma cuillère, quand le gars vous dit il y a 57% de prélèvements obligatoires. Alors c'est moche, on vous dit 57% va à l'État. Mais c'est un mensonge tout cru. Il est en train de mélanger impôts et cotisations. La cotisation n'est pas un impôt, c'est du salaire. Alors c'est marqué salaire brut. C'est pas une charge. Le mot n'existe pas dans les droits. C'est une partie de salaire mutualisé. Et lui, il dit que c'est un prélèvement obligatoire pour l'État. Mais la sécurité sociale n'est pas l'État. La sécurité sociale est de droit privé. Pourquoi nous faisons des mensonges aussi considérables que celui-là? Et elle est de droit privé, même qu'elle était gérée par les salariés et leurs élus en 1945, après la guerre. On votait pour désigner ceux qui géraient notre salaire mutualisé, notre part commune qui était mise dans le pot commun. Et maintenant, ils arrivent à dire c'est un prélèvement obligatoire, c'est comme un impôt, et surtout, nous allons le supprimer comme cotisation, ça va n'être plus qu'un impôt. Parce que c'est ça, le côté vicieux de la chose. Et là, quelques chiffres. En France, il y a 3 budgets, contrairement à ce que dit Dominique Seux. Il y en a 3, pas 1, mais 3. Et ça, si on pouvait arriver à le faire passer dans la tête de millions de gens, on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Premier budget, c'est la protection sociale. En 2020, tout ce qui est autour de la Sécu, c'est 504 milliards. Et tout ce qui est autour de la retraite, c'est 314 milliards. C'est 820 milliards. Le budget des collectivités territoriales, c'est en gros 250 milliards. Et le budget de l'État, c'est en 2020 470 milliards. C'est-à-dire que notre budget de protection sociale est en fait 2 fois plus élevé que le budget de l'État. Ça les énerve. Parce que ça ne va pas dans un fonds de pension. Ça ne va pas dans une caisse d'épargne. Ça va de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Ça échappe à la spéculation. On ne peut pas le mettre à Panama. Et si on retire de l'argent, parce qu'ils y ont tiré quand même dans ce budget, ils exonèrent les cotisations sociales, ils font tel cadeau au patronat, etc., etc. Sauf que, pour l'instant, la séparation des budgets fait que, s'ils prennent de l'argent dans le budget de la protection, ils doivent l'y remettre. La cotisation sociale a la différence. Ça, c'est un mot-clé. À la différence de l'impôt, elle est préaffectée. Préaffectée. Elle doit servir à ce pourquoi elle est collectée. D'où toutes les petites lignes du bulletin de paye, pouf, pour la caisse de ceci, pouf, pour la caisse maladie, pouf, pour la caisse accident du travail. Cet argent-là est préaffecté. L'impôt, ce n'est pas le cas. L'impôt, chaque année, le Parlement décide. Alors vous me direz, quand même, le Parlement a mis un peu la main sur ce grand budget, parce que
Dans le temps, on le gérait. Dans le temps, il y avait des élections. Et puis depuis Juppé, parce que leur bataille contre la sécurité sociale est ancienne, eh bien, ils ont fait quand même voter le budget par le Parlement. Ça s'appelle la LFSS, Loi de financement de la sécurité sociale. Et quand même, ils ont la main mise dessus. Ils ont établi des trucs comme des règles d'or, comme l'ONDAM. C'est-à-dire combien on doit dépenser chaque année en maladie. Et comment, si on a un coronavirus, on va dépenser la même chose en maladie? Non. Est-ce que la somme doit être adaptée aux malades ou pas? Ou est-ce que c'est une règle d'or arbitrairement, techniquement, bureaucratiquement décidée auparavant, qui doit en soigne plus au-dessus de... Non, il y a quelque chose qui cloche déjà. Mais enfin, la loi de financement de la sécurité sociale fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, il y a trop peu d'intérêt, parce qu'elle est bâclée par quelques dizaines de députés et décidée par Bercy, au lieu d'être décidée par les syndiqués, et sous le contrôle des électeurs, comme c'était le cas auparavant. Et quand c'est décidé par Bercy, ils fixent des règles et ils expédient ça, alors que c'est le principal budget, 820 milliards, ils expédient ça à toute vitesse. Mais ça ne leur suffit pas. Parce que s'il y a un budget LFSS, puis il y a un budget autre national, ils ne peuvent pas piquer tout ce qu'ils veulent dans le budget LFSS. Tandis que si c'était des impôts, c'est-à-dire s'ils réussissaient à intégrer, à supprimer les cotisations sociales et à le mettre dans le budget de l'État, il y aurait une immense somme, pratiquement 1200 milliards, ça serait dans le même tonneau, et à ce moment-là, ils mettraient une tirette en bas du tonneau, ils ouvriraient le robinet, et si vous voulez décider de faire 2 porte-avions nucléaires à la place de 10 hôpitaux, ils pourraient le faire. Et ça, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le faire avec l'argent de nos salaires, ils ne peuvent pas le faire avec l'argent de nos cotisations, ils ne peuvent pas le faire avec un budget séparé, préaffecté. Et toute l'opération qu'il y a derrière ce qu'entreprend Macron sur les retraites, je vous invente des trucs par points. Les trucs par points, c'est pas suédois. C'est Pinochet. C'est au Chili. En 1979-80. C'est l'école de Chicago. C'est basé seulement sur l'achat et l'épargne individuelle, basé sur la capitalisation. Ça n'a rien de progressiste, ça n'a rien de moderne, ça n'a rien de nouveau. Notre système basé sur le travail, je l'ai dit, est plus solide. Et donc, s'il veut un système, c'est pour pouvoir casser le fait qu'il y ait, basé sur le salaire, la protection sociale. Et les patrons veulent, c'est le plus grand hold-up qui peut être fait, 820 milliards. Au lieu que ça soit payé par eux, ça va être payé par nous. C'est quand même un hold-up à 820 milliards, c'est quand même pas n'importe quoi. Et c'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il veut faire derrière. Et si vous avez la moindre illusion ou le moindre découragement dans les luttes demain, après-demain, la manif, etc., je vous le dis, si on perd sur la question des retraites, il nous fera ça sur la santé. C'est-à-dire la bataille suivante, c'est de supprimer les allocations santé. C'est pour ça qu'ils verrouillent tellement sur l'hôpital, qu'ils ne veulent pas céder, qu'ils ne lâchent pas un flèche alors qu'il y a 8 mois de grève de nos hospitaliers. C'est parce que l'étape suivante, pour supprimer les allocations familiales, c'est ça. Macron n'y va pas avec le dos de cuillère comme fanatique. Il a dit l'autre fois, il a dit, pour faire ce que je fais, c'est vrai qu'en temps ordinaire, il faudra au moins une guerre civile ou une guerre tout court. C'est pas une révolution, c'est une contre-révolution. Ne restez pas cool par rapport à ça. Voyez l'ampleur du danger. La suppression du budget séparé de la protection sociale en France est en jeu derrière cette question de nos retraites. Et donc ils veulent basculer ça. Alors vous me direz, mais est-ce que ça change quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des trous, des déficits? Le trou de la sécurité sociale, il n'y en a pas. Ça fait plusieurs années qu'il n'y en a plus. Les gens sont habitués à croire qu'il y en a un, c'est pas vrai. Mais je vais vous dire quelque chose, je regrette qu'il n'y en ait pas. Parce que quand on a 6 600 000 chômeurs, comme aujourd'hui... Alors, ne croyez pas les chiffres du chômage d'hier. Ne croyez pas une seule seconde que le chômage baisse comme ils le disent. Ils ont changé le système de calcul. Avant, c'était le système de la DRS du Pôle emploi. Maintenant, c'est le système du BIT. Le BIT, Bureau international du travail, ils disent que quand vous avez travaillé 1 heure dans le mois, vous n'êtes plus chômeur. Donc, ne vous gênez pas pour comprendre pourquoi il y a des chiffres. C'est les statistiques qui baissent, c'est pas le chômage. Pas le chômage. Bon. Et la deuxième chose, évidemment qu'il y a 55 000 en moins. Parce que c'est 55 000 non inscrits. Depuis le 1er novembre, il n'y a plus d'assurance chômage. Depuis le 1er novembre, ils ont changé les règles pour accéder aux indemnités. Et depuis le 1er novembre, ceux qui sont indemnisés ont moins qu'avant. Ce qui fait que sur 6 600 000 chômeurs, vous en aviez que 2 300 000 indemnisés. Seulement.
Mais quand le processus inauguré le 1er novembre par la suppression des cotisations chômage et par la suppression de l'assurance chômage va aller jusqu'au bout, il n'en restera plus qu'1 200 000. Et vous diront le chômage a spectaculairement baissé. Mais c'est les indemnisés qui ont baissé. Ce n'est pas les catégories A, B, C, D et E. Les catégories A, B, C, D et E, c'est 6 600 000. C'est le chômeur, l'autour du chômage et le halo du chômage. Ça ne baisse pas. Et seulement l'échange de catégorie en catégorie. Et maintenant, il ne vous parle plus que des catégories A, comme fait le BIT. Et 1 heure de travail, vous n'êtes plus dans la catégorie A. Il va nous rester 1 200 000 chômeurs indemnisés. J'ai dit à la télévision en début novembre que c'était une tuerie. Reprenant en cela d'ailleurs une parole qui était de Laurent Berger, qui avait dit c'est une tuerie, mais qui n'a rien fait. Mais en reprenant cette parole, c'est essentiel sur le chômage. Et donc, ils ont pris 3,5 milliards sur les caisses de chômage, là aussi. Et ça date du 1er novembre, et on n'a pas pu réagir en masse. Et donc, en vérité, je reprends mon fil, sur le budget de la protection sociale, avec 6 600 000 chômeurs, il devrait y avoir un trou. Et s'il n'y a pas de trou, c'est parce qu'ils ont serré la vis partout. À l'hôpital, dans les remboursements, dans toutes les prestations, etc. Et qu'ils ont serré la vis, le budget est équilibré. Et là, récemment, ils y ont pris un petit quelque chose. Ah, ils ont dit que c'était quelques milliards. Mais en vérité, et puis ils disent, ah, mais il y a un trou. Ce qui est en contradiction avec ce que Macron avait dit, il n'y a pas de problème financier derrière la question des retraites. Et il crée le problème en donnant les 3,7 milliards au-dessus de 120 000 euros, etc. Ils créent le problème parce qu'ils sentent que leur argumentation pour la retraite universelle contre les régimes normaux ne marche pas. Donc ils essaient de dire c'est le déficit, c'est le trou. Mais je vous assure que même s'il y avait un trou de 15 milliards sur 820 milliards, c'est rien. C'est rien. Chacun de nous, à sa proportion, est endetté davantage s'il achète une maison, s'il a un découvert, etc. C'est rien. Donc c'est pas une raison pour mettre en l'air le système des retraites. Et surtout, il y a un autre financement. Si il y avait un trou, c'est la variation de la cotisation. Parce que la seule solution, il l'écarte toujours. Édouard Philippe l'a dit l'autre jour. Il a dit, ah mais moi, pas question d'augmenter les cotisations puisque nous voulons baisser le coût du travail. Ah, évidemment, 820 milliards en moins, ça baisse le coût du travail, je vous assure. Et donc, pas question de toucher, d'augmenter les cotisations. Mais c'est pourtant la seule solution. Parce que je vous le dis, ils se disent, ouais, en 2060, il y aura un trou. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils se plantent toujours. Mais admettons, mais s'il y a un trou en 2060, ça se règle en 2059. Je vous invite à une réunion tous en 2065 pour en faire le bilan. S'il y a un trou en 2059, vous ajustez la cotisation sur la feuille de paye, là, de 0,1%, 0,2%, et vous réglez le problème de 2060. Vous le réglez un an avant parce que vous savez combien de retraités vous allez avoir, sans pratiquement d'erreur. Et si vous mettez 0,1, 0,2%, vous gardez la prestation. 60 ans à tout plein pour tout le monde. Même 55 ans dans le bâtiment, si c'est décidé ainsi, et ça devrait l'être. Et vous dites, je paye, par l'ajustement de la cotisation, la somme nécessaire pour le nombre de retraités que j'ai à 60 ans. Et si en 2060, il y a un coronavirus, une grippe espagnole, et que vous avez beaucoup de morts, ben en 2061, vous rebaissez la cotisation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser entubé, si vous me permettez l'expression, par ceux qui vous disent « mais moi je calcule à long terme, nos retraites vont couler en 2060 ». Ils n'en savent jamais rien. La preuve qu'ils se trompent, tenez, la démographie. Pour ceux qui sont anciens dans cette salle, qui se souviennent du début des débats des retraites, moi j'en suis à mon 4e livre en 20 ans sur les retraites, et j'en ai fait un contre Balladur, j'en ai fait un contre Fillon, j'en ai fait un contre Sarkozy, et même contre Ayrault, et j'en ai fait, et je viens d'en refaire un. Mais au début de toute cette histoire, le rapport Charpin, ça vous parle? Il disait qu'il n'y aurait pas assez de jeunes pour payer nos retraites. Et il disait qu'à partir de l'an 2000, il y aurait à peu près, c'était leur estimation démographique, il y aurait à peu près 350 000 naissances, et que finalement, il n'y aurait plus de bras. Alors évidemment, c'est inquiétant, puisque tout mon raisonnement repose sur le fait que c'est le travail qui paye la retraite. Mais ils se sont tellement plantés qu'en l'an 2000, il y a eu 850 000 naissances. Pendant 14 ans, il y a eu 850 000 naissances.
C'est-à-dire plus que de décès. Parce que les décès, c'est triste à dire, mais c'est 515 000 dans notre pays chaque année. Donc il y a un plus de à peu près 300 000. Bon, 300 000 en plus. Sur le marché du travail, ça peut faire du travail, ça peut faire des cotisations. Et dans ce cas-là, ça règle le problème. Et à condition que le travail soit partagé, bien sûr, parce que c'est encore un autre sujet. Mais les jeunes en question, 300 000, 50 000 de plus, 805. Ça s'est inversé légèrement, c'est vrai, en 2014. Quand ils ont parlé d'ajuster les allocations familiales, c'est la seule courbe que François Hollande ait inversée. Il n'a pas inversé la courbe du chômage, il a inversé la courbe de la natalité. Mais ça s'est fait en 2014, mais pas tant que ça, parce qu'en 2014, c'est arrivé à 750 000 naissances. Et donc, on est à 750 000 naissances, là, encore l'année dernière. Donc, en vérité, il n'y a pas de problème démographique. Alors, y a-t-il un problème de travail? Ben oui, parce que quand vous faites travailler des gens 60 heures, il y en a 6 millions aujourd'hui qui travaillent 60 heures dans les faits, et que vous avez 6 millions de gens qui travaillent 0 heure, il y a aussi un autre problème. C'est qu'il ne faut pas seulement travailler mieux, il faut travailler moins, il faut partager le travail. Oh, l'horreur que je viens de prononcer, partager le travail. Il y a des cadres qui disent « c'est pas possible, on ne peut pas partager mon travail ». Enfin, les cimetières sont pleins de cadres qui se croyaient irremplaçables et dont on a quand même partagé le travail. Hein. Le travail, ça se partage. Alors on dit « ouais, mais vous voulez baisser ?» Oui, moi je suis de ceux qui veulent qu'on fasse 32 heures. Un jour, ça sera 28 heures. Et un jour, ça sera 24 heures. Et je dis ça comme défi à toutes les plateformes numériques dont on nous parle, parce que je dis vous devrez payer et partager le travail, et ça sera une durée beaucoup plus basse que celle d'aujourd'hui. Et 32 heures, 28 heures, 24 heures, c'est le chemin pour que tout le monde travaille. C'est-à-dire, ah oui, mais donc c'est bureaucratique. Ah oui, c'est pas bureaucratique de permettre la flexibilité, le turnover, prétendu 3 métiers dans la vie alors que c'est pas le cas. C'est pas bureaucratique de dire je permets des dérogations pour que les gens travaillent 60 heures. Bien sûr que c'est bureaucratique, au sens où c'est légal et que ça dépend de la volonté de l'État et que ça dépend de la volonté de la société qui élit et qui vote. Et que si on décide de voter pour que ça soit la réduction du temps de travail et le partage du travail, on résoudra aussi la question de nos retraites. Parce que là, j'arrive à un truc central. Qu'est-ce qui compte? Les salaires. Augmenter les salaires et partager les salaires entre les 60 heures et les 0 heures. C'est-à-dire mettez les gens au boulot. Et vous n'avez plus de problème, ni pour la retraite, ni pour la maladie, ni pour rien du point de vue de la protection sociale. Le salaire, c'est clé. Vous augmentez les salaires de 300 € aujourd'hui, vous n'avez plus de problème. Les retraites vous pouvez les tenir sans aucun problème. Et vous pouvez avoir encore des progrès dans tous les hôpitaux. Vous aurez encore des progrès pour tous les cas sociaux, pour toutes les difficultés, pour les handicapés, pour les personnes dépendantes. Vous aurez des progrès si vous augmentez les salaires. Mais ils ont bloqué les salaires. Nous sommes dans cette situation où nous sommes une société où ça ruisselle pas d'en haut, comme croit Macron. C'est le contraire. Il pompe, il pompe, il pompe, comme les Shadocks. Ils font des économies partout, sur tout ce qu'on fait, sur le train, sur tout ce qu'il y a de service public, sur l'école, sur l'hôpital, partout ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. Et quand je dis il y a de l'argent, je fais une énumération classique mais vérifiable. Il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Alors ça, vous avez un livre, c'est de Luc Payon. Il n'a jamais été contesté, c'est un journaliste de Libé, c'est pas un gauchiste. Il a seulement fait une enquête sur tout ce qui se trouve dans les paradis, partout. 600 milliards. Donc une fois et demie le budget de l'État. Vous avez 100 milliards de fraude fiscale. Parce qu'on avait été habitué, moi je faisais dans mes meetings, je parlais de 80 milliards. Mais il faut réajuster, ça a augmenté depuis Macron et Cahuzac. Hein. C'est 100 milliards de fraude fiscale. Ensuite, vous avez l'affaire LuxLeaks, Antoine Deltour, qui a fait le scandale. Il a seulement montré qu'au Luxembourg, il y avait bel et bien un trou noir, comme disait Denis Robert dans le temps, et que 58 multinationales françaises placent et blanchissent à peu près 100 milliards. Ça, c'est pas de la fraude, il paraît que c'est de l'optimisation fiscale. Je déteste ce mot, parce que ça veut dire que les lois sont vraiment très mal faites. Si on vous permet de piquer 100 milliards sans que la loi s'y oppose, et que vous arrivez à passer à travers la loi. Mais 100 milliards pour 58 multinationales françaises. Hein, je ne vous parle pas d'autre chose. Et après, vous avez les 500 premières familles, vu que les impôts étaient baissés, l'ISF. L'ISF,
réfléchissez bien à ce chiffre aussi, l'impôt sur la fortune était estimé au début, quand Macron l'a supprimé, à peu près 4,5 milliards de perdus dans nos rentrées en caisse. Mais Piketty, Thomas Piketty, je m'abrite derrière lui, je ne fais pas autant de calculs que lui, je n'ai pas les moyens, les machines, ni les universités pour le faire, mais lui-même, il dit qu'aujourd'hui, c'est entre 11 et 12 milliards l'impôt sur la fortune. Parce que ça a tellement monté chez les riches que, évidemment, cet impôt, si on le rétablissait, ferait revenir beaucoup plus que 4,5 milliards. Bon, après, vous regardez l'ensemble de la répartition des richesses. 60 milliards de dividendes l'année dernière. Et n'allez pas croire, parce qu'il y a des gens naïfs qui disent « Oh, mais les dividendes, ils finissent... C'est vrai, les riches, ils font... Mais ils finissent par les ramener, puis finalement, ça fait de l'emploi. » Jamais. Mais jamais, ils ramènent. Jamais. Parce qu'en plaçant l'argent, ça rapporte plus qu'en faisant de l'emploi. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'embêtent avec des salariés qui revendiquent, avec des syndicalistes, avec des gens qui vous demandent le respect de leurs horaires et le paiement de leurs heures supplémentaires, alors qu'il suffit de mettre l'argent dans les îles Caïmans pour gagner plus que par l'entreprise. Tant que le système est le système de la finance, il n'y a aucune raison qu'il se prive. Et donc de cette façon-là, ils ne ramènent pas les dividendes, donc 60 milliards de dividendes. Moi je vous propose, c'est quand même assez facile, vous savez, une loi fiscale qui dit que vous taxez les dividendes et que vous taxez la masse considérable des profits qui permettent de les nourrir. Je dis bien la masse des surprofits, parce que profit, quand j'étais jeune, je confesse avoir été parfois un peu gauchiste, mais c'est le propre de la jeunesse. Je faisais des tracts comme tout le monde, à bas le profit ou des choses comme ça. Puis après, j'ai quand même étudié un petit peu plus le système capitaliste. Le profit, c'est pas le profit en lui-même qui est le problème, parce que toute activité humaine a besoin de profit. C'est gratifiant. Vous faites quelque chose, vous voulez quelque chose en retour. Mais le capitalisme, c'est pas le profit. Quand j'ai compris ça, j'ai frappé le front. C'est le profit maximum. C'est la recherche du profit maximum. Un patron qui voudrait bien payer ses salariés, être gentil avec eux, et diminuer son profit pour partager, s'il est tout seul, il perd. Le patron d'à côté va lui prendre le marché. S'il fabrique des vêtements, l'autre va fabriquer des vêtements moins chers en taxant davantage ses ouvriers, et puis du coup c'est lui qui va prendre le marché du patron sympathique. C'est pour ça que le capitalisme ne peut pas être bon. Le capitalisme, il provoque 2000 milliards de dépenses d'armement par an. 2000 milliards. Après, vous lui demandez de protéger la planète. Mais il n'y a aucune chance. Les 2000 milliards, c'est pour la détruire. Et si vous croyez qu'ils vont, eux, vous aider à sauver le climat, vous courez toujours après une utopie, celle-là absolument irréalisable. Et c'est pareil en tout. Vous dites, attendez, moi je veux... Non, il faut un code du travail fort, il faut un contrôle des licenciements, il faut un partage du travail par la loi, il faut un fort corps d'inspecteurs du travail, il faut donner des forces et des droits aux organisations syndicales, de façon à pouvoir faire qu'on limite la compétition entre les patrons, les entreprises et les pays. Parce que la compétition, c'est simple. On croit, il n'y a plus tellement d'anciens qui ont fait la guerre, et je n'en suis pas, moi je suis né en 1945. Mais on croit peut-être que parce qu'on a vécu 60 ans sans guerre mondiale, ça ne peut pas se reproduire. Enfin, regardez Trump et la Chine. Mais vous croyez que c'est pas à la portée du capitalisme? Et Dominique Seux, tous les matins, vous dit que c'est la compétitivité. Il faut être compétitif. Mais dans le mot compétitif, c'est quoi? C'est qu'il faut faire plus que le voisin. Il faut gagner plus que lui. Il faut le dépasser. Il faut réaliser des gains, des marges, des profits, sur profits maximum. La compétitivité, c'est la guerre. Nous, les humains, qui sommes humains, on veut la solidarité, une économie solidaire, pas une économie compétitive. Et c'est pour ça qu'on veut augmenter la part du salaire mutualisé, la part de la protection sociale, qu'on veut la redistribuer mieux, et pas qu'on veut la supprimer pour la mettre dans un budget qui s'acharne à financer la compétitivité. Parce qu'enfin, Macron, cette année, dans le budget 2020, je prends toujours cet exemple parce qu'il m'a semblé tellement, quand la première fois que j'ai entendu, tellement farfelu, il met 3 milliards pour la guerre de l'espace. C'est la première année qu'en France, il y a un budget pour la guerre de l'espace. Il prévoit que ça va se cogner entre les satellites, qu'il va falloir lutter, etc. Et donc il va falloir espionner, etc. La cyberguerre, les machins. 3 milliards. Au moment où ils s'attaquent à nos retraites, 3 milliards. Alors là, ils ont de l'inventivité, eux.
mais au détriment de ceux que je défends. C'est une société où les humains, pour les humains, par les humains, peuvent non seulement se vivre mieux, se nourrir et avoir une vie décente, pouvoir aller sur une petite table bleue, avec des chaises bleues, un verre d'ouzo et du poisson grillé, dans une île grecque, où vous voulez par ailleurs. Eh bien ça, cette société-là, elle est possible. La France n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Sortez la crise de votre tête si elle y est entrée. Il n'y a pas de crise. Ou s'il y en a une, elle est seulement provoquée par la non-répartition des richesses. Et la non-répartition des richesses, elle impose qu'à la fin, l'économie ne marche plus correctement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à vendre ce qu'ils produisent. Parce que comme c'est tellement concentré, vous avez un bonhomme, il a 100 milliards à lui tout seul. Et Arnaud, quand il a 100 milliards à lui tout seul, qui devient un des plus riches au monde, il n'investit pas en France, il va à New York, il achète Tiffany pour 15 milliards de plus. Donc n'ayez aucune illusion sur le fait que le système puisse vous donner des satisfactions. Par contre, ayez des illusions, et je vous encourage à en avoir, pour gagner sur la défense de nos retraites et de notre protection sociale. Et je vais terminer là-dessus, parce que il faut laisser place un peu au débat et à tout ça, mais on est en train de gagner. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous savez, notre conscience, parfois, on est dans un mouvement, il est dur. Les cheminots et les RATP ont donné 45 jours de grève. La totale, pour certains, c'est jusqu'à 50 jours. Ça fait 2 mois de bataille, c'est presque plus long que mai 68 et que mai juin 68. Hein. Mais ça s'ajoute. Avant, il y a eu la bataille pour défendre le code. Après, il y a eu la bataille avec les cheminots défendre le transport public. Ensuite, vous avez les gilets jaunes pendant 15 mois. Remarquable mouvement qui est venu du fond du salariat à partir d'une taxe sur l'essence, mais qui a posé tous les problèmes, l'ISF, la retraite, tout. Et en ce moment, je ne sais pas comment le dire, c'est peut-être pas la bonne expression, mais vous avez une sorte de gilet jaunisation de l'organisation des syndicats et une sorte de syndicalisation des gilets jaunes. Vous n'avez pas une confluence, vous avez une fusion. Vous avez une fusion. Et je l'ai vu, moi, à la manifestation de vendredi dernier à Paris. Si quelque part on date le début de notre victoire, je voudrais la dater de vendredi 24 janvier. J'ai vu la manif à Paris, il y avait un cortège, il y avait 1 millier de femmes qui avaient inventé une danse contre Macron. Cause Macron, la comprend mon pognon, capitalisation. Ah, cause Macron, ma moitié meurt c'est con, moins de pension, réaction. Ah, cause Macron, on aura moins d'euros à cause de Macron. Il y en avait d'autres qui avaient des banderoles, une créativité, les mots d'ordre, une joie dans le cortège. Si vous avez un cortège comme ça, c'est pas un cortège de fin de mouvement. C'est un cortège qui annonce que le mouvement prend un nouveau visage. Et quand vous avez les danseurs et les danseuses de l'Opéra de Paris, quand vous avez les avocats qui jettent leur robe, quand vous avez mes collègues, inspecteurs du travail, j'ai vu ça. Ils sont arrivés pour la galette des rois du directeur départemental d'Île-de-France. Chaque année, ils font la galette, les chefs. Et là, ils sont arrivés tous. Et ils sont tous jetés leur vieux code du travail à la figure des directeurs. Ils ont tous dit une phrase pour défendre leurs droits, leurs services, l'histoire, le droit du travail, l'entreprise, etc. Et ils ont tous fait ça. Mais il n'y a pas que les avocats, les inspecteurs du travail. Vous avez les gens dans les ports, vous avez tous les gens des raffineries. C'est-à-dire que vous avez, et maintenant vous avez aussi des salariés des grands commerces, d'Auchan et tout ça. Sans parler de dizaines et de centaines de conflits, de grèves dont les médias ne braquent pas dessus, mais qui se passent en même temps sans être tout à fait homogénéisés avec le reste, mais qui posent tous la même question. C'est la répartition des fruits du travail, la répartition des richesses, le salaire. Et ceux qui parlent de salaire, alors on me dit, j'avais un journaliste ce matin, je lui dis, il faut 300 € de plus. Je ne suis pas qualifié à dire 300 ou 400, j'ai vu qu'il y a des organisations syndicales. Mais c'est une augmentation uniforme. Si vous dites 300 € de plus pour tout le monde, eh bien vous avez d'un seul coup une façon de taxer le capital. Parce que vous avez des gens, oui, il faut taxer les robots, il faut taxer ceci. Vous savez, la meilleure taxe sur le capital, c'est le salaire. On bosse, on a un travail, on veut être payé décemment pour notre travail. On ne veut pas de primes, d'aumônes, d'aide. On veut
que notre travail soit payé correctement. Et aujourd'hui, vous avez 50% des salariés qui sont en dessous de 1 700 euros. 50%. Augmenter le salaire. Et ça, c'est le point commun aussi à tout le monde derrière ce mouvement. Et vous savez, vendredi 24 janvier, en plus, il y a eu 2 événements. Un, c'est les sondages. Alors moi, je suis comme vous, je suis méfiant avec les sondages. Et les sondeurs ne nous aiment pas, en général. Hein. Mais là, quand même, au bout de 4 semaines, 8 semaines, 61% des Français demandent le retrait. Ils ne demandent pas l'amélioration, ils demandent le retrait. 61%. Quand on a l'opinion avec soi, il faut quand même être optimiste. Il faut quand même penser qu'il se passe quelque chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 80% qui soutiennent les mobilisations. Enfin, 70%, exactement, qui soutiennent les mobilisations. 70% et 61%. Donc ça veut dire qu'on bosse depuis bientôt 8 mois, 8 semaines, et depuis le 5 décembre, il y a la grève, tout le monde est en mouvement, etc. Et les militants sont parfois épuisés au moment où leur travail va être récompensé. Parce que ça contamine l'opinion en ce moment. J'ai déjà vécu ça, moi, une fois dans ma vie. Au moins, je ne parle pas avant mai 68 ou bien du CPE ou des choses comme ça. Je parle de l'élection, là, sur le traité constitutionnel européen en 2005, où j'ai vu les gens qui étaient ou pour, ou indifférents, etc. Puis dans les 3 dernières semaines, tout le monde se levait, commençait à lire le texte, il disait non, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Parce que la troisième raison du 24 janvier, c'est la décision du Conseil d'État. Quand vous avez le Conseil d'État qui dit au gouvernement « votre texte n'est pas fiable juridiquement », vous ne pouvez pas avoir votre éthique plus violente. Hein. Il n'est pas fiable juridiquement. Il est lacunaire, il y a des trous. Et vous ne le financez pas, il n'est pas équilibré. Alors que l'autre, il ne parle que d'équilibre, que de financement, etc. Et vous avez le Conseil qui dit non. Alors, au niveau des institutions, il y a un problème. Au niveau de la population, nos idées, on a gagné la bataille de l'opinion. On a gagné la bataille de l'opinion. Et au niveau des manifestants, eh bien, ça s'élargit, il y a de la créativité. C'est pour ça qu'on va gagner. Je ne sais pas encore comment, je ne suis pas Madame Soleil. Mais ça ne peut pas passer avec un 49.3, une ordonnance, etc. Regardez comment c'est se passait cet après-midi. J'ai juste vu ça avant de venir vous voir. Peut-être certains, les pompiers ont foutu cet après-midi à Paris une bagarre absolument incroyable. Ils ont bloqué le périphérique, tout ça, ça a été comme la dernière fois, une bataille rangée, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Castaner a d'un seul coup découvert qu'il pouvait leur accorder 25% de comptation, alors qu'ils en cherchaient 28%. C'est la preuve qu'on peut gagner. C'est la preuve qu'on peut arriver dans les semaines, les jours qui viennent. Alors, quelle crise institutionnelle y aura-t-il? Comment ça va bugger au Parlement? S'il faut un 49.3, mais il y aura 3 millions, 4 millions de manifestants. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, ça s'étendra dans les entreprises. Les mai 68 ne se ressemblent pas. Moi, j'avais dans la tête, toujours, ça doit démarrer avec l'occupation des entreprises. Je regardais juin 36, il y avait 2 entreprises, c'était Breguet et la TECOR, puis ça s'est étendu dans tout le pays. Ah. Mais 68, il y avait aussi 2 entreprises, Sud Aviation et Cléon Renault, puis ça a fait une traînée de poudre dans toutes les entreprises. Alors moi, je suis comme tout le monde, depuis le début décembre, je cherche les 2 entreprises. J'avais même inventé une blague, je disais, les premières qu'occupent appellent les autres. Et puis on me dit non, c'est très dur, on n'y arrive pas. J'ai discuté avec les copains de Cadara, j'étais à Renault Technocentre jeudi dernier, et on me dit c'est plus difficile, il n'y a plus la même chose, les sous-traitances, tout ce qu'ils ont organisé pour casser le mouvement social, ça pèse contre le... Oui, bien sûr, c'est ça. Sauf jusqu'à ce que, à nouveau, leur système soit tellement devenu intolérable et que l'opinion est tellement basculée que ça se fasse. Et à ce moment-là, il n'y aura plus les cheminots et les RATP isolés. Ils sont déjà plus isolés, mais il y a maintenant un risque de bascule contre le gouvernement massif. S'ils retardent le retrait du projet, s'ils ne reculent pas, ils vont payer plus cher. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas combien ils vont payer, mais ils vont payer très cher. Parce que l'indignation, la mentalité des gens, la compréhension du système financier, elle est en train de se faire. Et c'est pour ça que je vous dis, on va gagner. Et qu'on peut obtenir les 60 ans à taux plein, avec indexation sur les prix, sur les salaires, avec la possibilité qu'il y ait un SMIC minimum pour tous les retraités comme pour tous les salariés. Et avec le fait qu'on puisse vivre heureux.
autour d'une table bleue ou pas. Merci. Si vous voulez, on a aux environs de 3/4 d'heure d'échange. Si vous avez des choses à dire, des questions à poser, je suis sûr que Gérard se fera un plaisir de réagir à ce que vous direz.